me fait très plaisir de présenter notre troisième panel. Héloïse Gratton est donc associée donc dans un cabinet d'avocats. Elle conseille les clients sur plusieurs questions se rapportant à la protection de la vie privée et cela en lien avec leur nouveau leur projet. Elle leur offre donc des conseils sur la conformité réglementaire. Elle les aide à faire des vérifications, les aide également à contrer des crises, à les gérer en fait. Héloïse est une experte dans le domaine de protection de la vie privée. Elle est la personne à qui s'adressent les commissaires fédéraux et provinciaux. Elle a témoigné devant plusieurs comités de la Chambre des communes, a témoigné devant le comité de l'éthique de la Chambre des communes et également membre du comité sur la déontologie du Québec et sur la protection de la vie privée. Elle a également publié plusieurs livres sur la protection de la vie privée cités par la Cour suprême du Canada. Des œuvres récentes y comprend le guide pratique à e-commerce and Internet Law, Privacy in the Workplace en 2014, Understanding Personal Information, Managing Privacy Risks en 2013. Il y a à peu près un livre par an. Héloïse est perçue comme une experte dans le domaine de la protection des droits, de l'information personnelle. Elle a déjà été professeure à l'Université de Montréal pendant plusieurs années. On la met à contribution régulièrement pour parler des questions des nouveaux médias. Héloïse Gratton a fait un doctorat en fait, à l'Université Paris 2. Elle va nous parler de la protection de la vie privée. Et plutôt, les lois visant la protection de la vie privée, les renseignements personnels, les protègent-elles suffisamment? Merci de m'accueillir parmi vous. Il me fait plaisir, en fait, de vous parler des lois sur la protection de la vie privée, à savoir si elles sont adéquates en 2015. Qu'est-ce que c'est la protection de la vie privée? Au tout début des années 70, nous avons décidé de conceptualiser la protection de la vie privée comme étant les individus ayant le contrôle sur leurs propres informations. Mais ça a évolué. À un moment donné, c'était le droit à ne pas se faire déranger. À un moment donné, c'était le droit de protéger sa famille et de son domicile également. Mais à ce stade-là, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de banques de données automatisées qui contenaient des renseignements personnels et on craignait que les entreprises, les organisations du secteur public et privé allaient échanger des bases de données sans que l'individu soit au courant. Et on a pensé que ceci aurait un impact sur les individus et qu'il y aurait un manque de transparence. On constaterait qu'une telle société aurait des renseignements dont les individus n'auraient pas la possibilité de contrôler. Ceci donc remonte au début des années 70. Nous vivons toujours dans ce contexte, mais les choses ont évolué. Il y a des défis qui sont posés par cette question de préavis. La notion selon laquelle les individus doivent contrôler leurs données personnelles doit être repensée dans le contexte de la transparence. Il faut que l'on sache quels renseignements sont recueillis et il faut qu'il y ait un choix. Cela semblait logique au cours des années 70, mais cela devient de plus en plus complexe pour toutes sortes de raisons. Pour ce qui est du préavis, ce n'est plus tellement réaliste
de s'attendre à ce que les consommateurs lisent toutes les politiques qui peuvent les toucher. Si nous devions examiner toutes les politiques auxquelles nous sommes exposés pendant l'année, cela prendrait une trentaine d'heures, ce qui serait totalement illogique. Alors, on essaie d'imposer aux consommateurs la responsabilité de se tenir au courant de tous les changements qui se produisent. C'est un défi considérable pour toutes les entreprises parce que la plupart des entreprises ont un modèle dynamique. Les choses changent à chaque année. Mais avec l'Internet, toutes sortes d'appareils vont être reliés, des appareils domestiques, des appareils mobiles, et on peut se retrouver à être obligé de donner des consentements à je ne sais combien d'entités pendant la journée. Il est possible que dans le cas de certaines formes de technologie, il faudra abandonner ce modèle qui est trop rigide. Maintenant, pour ce qui est du choix, il faut obtenir le consentement de divulguer l'information, mais de plus en plus, obtenir le consentement, c'est une partie de l'équation, mais cela ne permet pas de régler tous les problèmes. Vous voyez sur ce tableau un super utilisateur. Il y a un article qui a été publié par Paul Homme, un universitaire américain. On intitulait cela « Le mythe du super utilisateur ». En définitive, les nouvelles technologies sont conçues en fonction d'un super utilisateur, quelqu'un qui connaît très bien la technologie et qui s'en sert. Les gens se trompent parfois. Ils n'arrivent pas à créer un bouclier pour protéger leur vie privée. Ils ont constaté que dans certains cas, Samsung pouvait enregistrer la voix des gens qui regardaient la télévision. Samsung a dit non, non, on peut activer cette application ou on peut ne pas l'activer. Mais vous voyez qu'il y a une ligne assez fragile et les utilisateurs ne savent pas nécessairement comment utiliser une nouvelle application ou un nouvel appareil. Il y a également les organisations ou les appareils qui diffusent un contenu plus que suffisant. Il y a eu une étude menée par des scientifiques de Harvard qui se sont servis d'images produites par le cerveau. On a constaté que les gens, lorsqu'ils parlent en public, dis-je, ont une activité cérébrale plus considérable lorsqu'ils parlent de sexe, de nourriture ou d'eux-mêmes. Il y a eu également une étude menée par Mellon. Les individus sont plus disposés à dévoiler des renseignements confidentiels lorsqu'on leur a dit que d'autres personnes ont dévoilé ces renseignements. Alors, sans plaisanter, il faut garder cela à l'esprit. La psychologie du client. Ce ne sont pas nécessairement les clients qui sont les mieux placés pour faire le genre de choix dont il est question. Il y a des gens de Harvard et de Cambridge qui ont fait des études sur des universitaires. On a prétendu qu'on voulait créer un nouveau réseau social. On a demandé aux étudiants, des gens très éduqués, des jeunes qui utilisaient des appareils de haute technologie. On leur a demandé où étaient les risques lorsqu'on dévoilait des renseignements sur les réseaux sociaux. Il y a donc un paradoxe du contrôle.
L'étude est intitulée « Confiance mal placée, le paradoxe du contrôle ». On a indiqué que si les gens estimaient être capables de contrôler les premiers renseignements divulgués, ils ne prévoyaient pas de contrôle par la suite. Ils ne se posaient pas de questions au sujet de l'endroit où aboutiraient les renseignements. Aussi longtemps qu'ils avaient le contrôle au départ, cela ne les inquiétait plus. S'il y avait un risque, on n'en tenait pas compte. Dans d'autres scénarios, l'individu ne contrôlait pas la première divulgation, mais il contrôlait la divulgation finale. Les gens ont préféré contrôler la première divulgation. Les gens n'hésitent donc pas à mettre certains renseignements en ligne s'ils les contrôlent. Une université a fait une étude auprès d'un groupe de gens qui disposaient de nouveaux outils pour gérer les publicités. On a expliqué à ces gens comment les outils fonctionnaient, comment on pouvait bloquer une pub, comment on pouvait faire différentes choses. Mais à la fin, on a conclu qu'il était difficile de donner aux utilisateurs un contrôle suffisant sans nuire au fonctionnement de la toile. Il est donc difficile pour les utilisateurs de contrôler les gens qui retracent leur visite sur l'Internet. Il y a eu une étude en 2012 qui a été très intéressante, Jean-Marc Richard. Il s'agissait d'une décision de la Cour suprême quant à l'importance à donner à une publicité du gouvernement du Québec. Il s'agissait de résultats d'un tirage au Québec. Dans certains cas, nous ne tenons pas compte de certaines publicités. Jean-Marc lui-même avait pensé qu'il y aurait un tirage. Si on est un utilisateur ordinaire, on sait que ce n'est pas sérieux. Et pourtant, le client a dit non, ce n'est pas sérieux. Et on a dit que il y avait un tirage, mais d'après le client, il avait lui-même gagné l'argent. Il s'est adressé à la Cour suprême. Lorsqu'on doit déterminer si une annonce publicitaire est trompeuse, est-ce qu'on tient compte de la situation du client qui est très occupé, qui n'est pas très avisé et qui ne peut pas découvrir la supercherie? C'était la norme. Ce serait le genre d'individu auquel il faudrait penser lorsque nous émettons ou lorsque nous présentons des publicités. Par extension, nous devrions réfléchir à cette chose-là lorsque nous adoptons de nouveaux outils. Pour revenir à la question du consentement, on regrette ensuite parfois le consentement qui a été donné. Dans certains cas, des consentements très généraux ont été donnés qui permettent l'utilisation de ces données pour la recherche. Mais je ne sais pas si les clients de Facebook se rendent compte de la façon dont on peut utiliser leurs données pour la recherche. L'été dernier, il y a eu des études menées en Allemagne et aux États-Unis. Il y avait une théorie selon laquelle, lorsque les gens établissent des contacts à Facebook, ils sont un peu jaloux s'ils reçoivent des renseignements de la part de quelqu'un, ils deviennent jaloux. Ils se servent d'algorithmes pour tweeter les renseignements qu'ils ont reçus. Tout à coup, les gens vont recevoir des contenus négatifs plus importants ou des contenus positifs plus importants. Les gens qui recevaient des contenus positifs avaient tendance à envoyer des messages plus positifs. Et cela risquait de contaminer ce qui est diffusé sur Facebook. C'est une étude intéressante. On a constaté que les gens commençaient à s'énerver et les gens
On dit oui, nous avions convenu de vous permettre d'utiliser nos données pour la recherche, mais nous voulions que Facebook soit responsable. S'il s'agit d'une nouvelle recherche expérimentale, il faut que nous soyons avertis. Nous avons déjà accepté de recevoir de la publicité, mais dans quelle mesure pouvons-nous être manipulés dans le contexte de ce service? Il y a une autre question que je voulais soulever, c'est la question du préavis et des choix. Dans certains cas, le consentement n'est pas requis, mais nous avons de nouveaux défis à relever. Récemment, il y a eu quelque chose qui s'est produit au sein d'une société démocratique. Les dossiers du tribunal sont assez facilement accessibles, mais il y a une différence entre aller à la Cour et consulter directement soi-même des dossiers et chercher les renseignements en ligne. Ce n'est pas le même tableau qui ressort. Pour ce qui est de Canada légal, les jugements sont là, quoique les contenus, mon nom, mes renseignements juridiques ou médicaux ne sont pas inclus. Mais une société roumaine a décidé que les renseignements devaient être gratuits. On a pris les jugements, on les a mis en ligne et on a attendu. Les gens ont dit: avez-vous noté que lorsque nous allons chercher des renseignements en ligne, nous voyons des renseignements sur votre divorce? Les gens de Google ne savaient pas de quoi ils retournaient, mais on a dit aux intéressés que s'ils voulaient que ces renseignements soient retirés, cela leur coûterait de l'argent. Alors, les choses peuvent aller jusqu'à un certain point, mais il faut toujours se demander quels renseignements doivent être mis à la disposition du public. Il y a une autre question que je voulais soulever pour ce qui est du consentement. Les utilisateurs savent-ils ce qu'ils veulent vraiment? Un des exemples, c'est le changement qui s'est produit aux États-Unis en 2006 et au Canada un peu plus tard. Au départ, lorsque Facebook a été lancé, tout le monde avait un profil. On s'inscrivait à Facebook. On se retrouvait devant un profil. Lorsque les gens affichaient des choses, vous aviez des réactions à droite, mais ce n'était pas des renseignements qu'on pouvait voir dès qu'on s'inscrivait. Ils ont changé la formule. Lorsqu'on s'inscrit à Facebook, on tombe sur la page de nouvelles et on voit ce qu'affichent les gens. Les gens ont réagi de façon négative. Ils ont dit: je veux voir ma page et pas ce que les gens en pensent. Les choses ont changé. Pourtant, en fait, quelques années plus tard, Facebook a probablement plus de valeur à cause de cet aspect. Les gens ne veulent plus se retrouver sur leur page et voir ce qu'ils ont affiché. Ils veulent plutôt voir ce que leurs amis pensent de leur page, ce qui a été partagé à la suite de ce que j'ai affiché. J'aime bien cette proposition de Larry Downs qui disait la crise de vie privée se pose aujourd'hui parce que les choses vont trop vite. Les nouvelles se produisent du jour au lendemain et cela porte atteinte à notre sentiment de protection de la vie privée, un sentiment qui est viscéral. Les choses ne durent pas longtemps, tout évolue plus rapidement constamment. J'ai trouvé cela intéressant parce que dans certains cas, nous paniquons. Et ceci m'amène au point suivant de mon exposé, à savoir le fait que nos normes sociales se transforment. Et c'est une partie du problème. Je vois cela dans ma pratique. À plusieurs reprises, j'ai dû dire à des clients: nous allons faire ceci, qu'en pensez-vous? Je dirais: ce n'est pas illégal, mais vous allez effrayer vos clients.
La norme est établie, les gens ne vont pas aimer telle ou telle chose. Nous avons maintenant toute une nouvelle série de problèmes. Dans une certaine mesure, nous n'avons pas réglé ce qui est acceptable pour nous comme utilisateurs. Nous avons très peu de temps pour décider comment nous allons réagir à l'innovation technologique. Je voudrais maintenant parler du fait que des normes sociales qui sont bien établies, parce que pendant des années, nous avons pu les construire, ce sont des choses qui sont presque instinctives. Nous savons, lorsque nous prenons un ascenseur, que nous n'allons pas nous faire face les uns aux autres. Nous faisons face à la porte. Il n'y a pas de loi qui règle cela. C'est la norme et c'est un mode de comportement. Dans certains cas, nous allons changer d'avis au sujet d'une technologie. Nous téléphonons à un expert de la technologie de l'information. Au cours des années 80, les gens avaient une attitude très négative à l'égard de la technologie. Ils estimaient que l'on empiétait sur la vie privée de la personne qui appelait. On a rendu cela illégal dans certaines parties des États-Unis au cours des années 80. Mais 30 ou 40 ans plus tard, les choses sont complètement inversées. Dans certains cas, si je vois que certains démarcheurs nous téléphonent, nous pouvons les éliminer. Maintenant, examinons la photographie. Warren et Brandis a publié un article célèbre au sujet du droit conceptuel à la vie privée. Il s'agissait de journalistes qui avaient des caméras pointées sur des personnages célèbres. On a parlé de journalisme jaune. On disait que les photographes attendaient dans les coulisses. À un certain stade, nous nous sommes habitués à la présence des caméras. Nous avons noté qu'il y avait des exceptions, des paparazzis. Il y a des gens qui vont faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Les choses ont été assez stables pendant un certain temps jusqu'à ce que tout le monde commence à porter son propre iPhone, son téléphone i. Maintenant, on ne doit plus prendre de photos dans les vestiaires. Auparavant, les choses étaient assez claires, mais la norme n'est plus fixe. À l'heure actuelle, vous avez des mesures qui vont encore changer le tableau. Le président de Google a dit une chose l'année dernière. Les gens devront adopter une nouvelle étiquette lorsqu'il s'agit d'utiliser des produits qui peuvent affecter les normes sociales. Il nous parle de nouvelles étiquettes. Combien de temps faudra-t-il attendre? Il faudra des critères Google. Dans combien de temps sera-t-il possible de compter là-dessus? Peut-être 10 ou 15 ans? Je n'en sais rien. Il y a également des choses qui vont à l'encontre des normes sociales, même si ce sont des choses qui n'enfreignent pas la loi. Dans certains cas, le consentement a été obtenu. Alors, vous avez des applications sociales qui touchent à l'ambiance, la possibilité d'utiliser des appareils mobiles pour dévoiler des renseignements au sujet de vous-même ou au sujet de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a des applications qui ont été lancées en 2012. Les filles qui m'entourent, on a utilisé des applications de Facebook et de Foursquare, et les gens qui n'étaient pas contents savent qu'il s'agit de filles sur Facebook qui sont touchées. Et on en est venu à la conclusion que ce n'était que les filles qui publiaient leur profil. Il y a eu des tas de réactions négatives, de la publicité négative. Les gens ne voulaient plus utiliser cette application. Mais ce qui a été intéressant,
c'est de voir le contexte dans lequel ceci a été critiqué. Alors, où se trouve le problème? C'est pour les femmes qui ne connaissent pas la technologie. On s'attendait à ce que les femmes soient des utilisateurs éclairés, de faire fonctionner les fonctions nécessaires, etc. Quelqu'un d'autre a dit que c'est une application tout à fait légitime. Une personne a dit, écoutez, réglez vos fonctions pour protéger votre vie privée. Il y avait beaucoup de ce genre d'observation. Il y a quelqu'un qui a dit, alors, c'est comme sortir en public nu et se plaindre du fait que les gens te regardent. Bon, je suis pas sûre de ça, mais un commentaire que j'ai trouvé très intéressant, c'est quelqu'un qui disait, je me souviens combien des jeunes femmes appelaient Facebook dégueulasse et ça semblait pourchasser les femmes quand c'est sorti en 2004. Bon, alors comme vous voyez, on a évolué. Dans certains cas, c'est bien, dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Et sur quoi peut-on compter? Des fois, c'est notre intuition. L'analyse personnalisée. Il y a des nouveaux types de produits qui permettraient aux parents, par exemple, de surveiller exactement ce qui se passe à la maison. Il y avait un produit qu'on appelait SkyDog qui permettait de surveiller la largeur de bande et l'usage qu'on faisait. Vous savez combien d'appareils sont connectés, quel genre d'appareils, combien de temps la personne reste sur tel ou tel site. Vous pouvez imposer, par exemple, un maximum de 30 minutes sur Facebook. Mais là, ça semblait être une enfreinte aux normes. Alors, si on veut protéger, se protéger de l'invasion par ses parents, on va dans sa chambre. Alors, évidemment, tout ça, ça a affecté le marketing. Je ne vous parlerai pas de l'histoire l'histoire ciblée, mais on utilise l'information de plus en plus pour le marketing et ça semble changer la situation. Il y avait une application qui s'appelait SynTap. Je pense qu'elle existe encore. Il y a une trentaine de bars à Boston qui ont ça. Essentiellement, quand vous rentrez dans le bar, ça balaye votre visage, ça dit voilà, c'est une femme d'âge moyen, ça reconnaît le visage, à peu près l'âge, le sexe et l'âge. Alors, si vous avez cette application et que vous voulez aller dans un bar qui utilise SynTap, vous savez que ce bar, c'est pour les jeunes étudiants où il n'y a que des hommes. Je ne vais pas aller là. Alors, ça vous donne une bonne idée un peu de la clientèle. C'est très utile. Mais ils ont reçu beaucoup de lettres. Les gens qui se préoccupaient, on a dit non, on est très transparent. Les gens rentrent dans le bar et on leur dit très clairement qu'on va balayer leur visage, qu'on va scanner leur visage. Ce n'est pas de l'information personnelle. On ne retient pas l'information. C'est juste une accumulation pour donner un aperçu de la clientèle. Mais ça démontre en fait qu'il y a de nouveaux types de techniques de publicité ou pour obtenir l'information. Et il y a aussi, je pense, c'est Vodafone qui a créé une nouvelle technique. Ils travaillaient avec les commerçants pour donner faire de la publicité très personnalisée à différents magasins. Si vous êtes devant un produit, un appareil va scanner votre visage, ça va dire c'est une femme entre 40 et 50 ans, l'écran va devenir rose et il y aura une publicité axée sur votre âge. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça inquiète? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que l'information est conservée? On ne sait pas. On n'est pas là encore. On n'est pas prêt. Peut-être qu'on le sera à un moment donné. C'est une question de temps. Et le dernier type de technologie dont je voulais vous parler, c'est l'écoute sociale. L'écoute sociale, c'est quelque chose qui est utilisé en ce moment par bien des organisations qui surveillent Twitter, les médias sociaux, pour en savoir plus sur les clients. Des fois, c'est pour une crise quelconque. Quelqu'un veut se plaindre d'un produit sur Twitter ou participer à la discussion et essayer de régler la situation. Il y a toutes sortes d'objectifs ou toutes sortes d'interprétations. Il faut comprendre la clientèle, les nouvelles caractéristiques, lequel est le nouveau produit. Il y avait British Airways qui avait le programme Know Me.
il y a quelques années. Alors, ils ont donné un iPad à un grand nombre d'employés disant vous devez connaître vos clients. Quand les clients s'ennuient, vous allez avoir leurs photos, vous allez voir le genre de plainte qu'ils ont déposé dans le passé. Alors, ces employés devaient recevoir les gens en les saluant en utilisant leur nom. Nous savons que vous aimez ce genre de repas, etc. Et il y a des gens qui ont mal réagi en disant je ne veux pas que mes choses soient découvertes comme ça sur les médias sociaux. Mais encore une fois, peut-être que la norme va changer. Peut-être que dans 10 ans, les gens vont rentrer dans un salon d'aéroport et dire vous ne savez pas qui je suis. C'est une norme qui évolue et nous devons rester au courant. Alors, l'écoute sociale est intéressante parce que 32% des consommateurs n'ont pas la moindre idée que les compagnies écoutent. Ça a été fait il y a 2 ans, alors peut-être que les gens sont de plus en plus conscients. Il y a une étude conjointe entre NetBase et J.D. Power. Et c'est intéressant parce que ça démontre qu'on n'est pas sûr encore comme utilisateur où on en est avec l'écoute sociale. 51% des consommateurs voulaient pouvoir parler des compagnies sans que les compagnies n'écoutent. 43% pensaient que l'écoute sociale entravait leur intimité. 45% voudraient que les compagnies écoutent si l'objectif est d'améliorer les produits. 58% pensent que des consommateurs pensent que les entreprises devraient écouter dans le cas de plaintes sur les médias sociaux. 64% voudraient que les compagnies ne leur parlent que lorsque ces personnes leur parlent. Alors, comme vous voyez, 50%, 60%, on n'est pas sûr encore. On ne sait pas trop si on aime ça ou non. Et peut-être qu'on décidera, comme société, qu'on ne veut pas du tout d'écoute sociale. Encore une fois, c'est une norme qui évolue. Alors, quel est le lien entre la partie 1 et la partie 2? Eh bien, il n'y a pas de norme sociale. La transparence va échouer. Vous pouvez être aussi transparent que vous le voulez et dévoiler tout ce que vous faites en matière de protection des renseignements. Mais s'il n'y a pas de normes, si ce que vous faites est un peu met les gens mal à l'aise, la transparence ne réussira pas. Alors, que devrait-on faire? Je n'ai pas toutes les réponses, évidemment. Je voulais vous communiquer quelques idées. Jean Carbonnier, qui est un juriste français célèbre qui est décédé il y a quelques années, avait monté une chaire de droit et sociologie et a toujours favorisé un système juridique très souple. Et il y a une citation très importante qui dit « Ne légiférez qu'en tremblant ». Ça veut dire que lorsque vous adoptez une nouvelle loi, vous devriez être très nerveux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Une fois qu'on légifère, on est pris avec la loi et ça devient très rigide. Alors, pensez-y avant de légiférer. Assurez-vous d'établir de bonnes normes qui soient acceptables. Alors, devrait-on changer les lois? Je ne sais pas. Je pense que c'est encore trop tôt pour changer les lois. Dans certains cas, on est encore en train d'évaluer ces changements. En Europe, par exemple, la directive sur les cookies, je pense qu'il y avait un film. Il y avait des gens qui visitaient un site. Il fallait que les gens acceptent les cookies ou non. Je pense qu'on accepte... on devrait avoir des notifications seulement lorsque les cookies sont utilisés pour des fins qu'on ne veut pas, mais c'est encore trop tôt, je pense, pour prendre une décision, pour faire des lois sur les cookies et les sites Web. On est encore à un stade où on voit l'évolution. Un autre nouveau droit qu'on a vu l'an dernier, qui est encore inclus dans la réforme européenne, c'est le droit d'être oublié. Et je n'ai pas d'objection à ce qu'une jeune personne, par exemple, qui faisait la fête dans sa jeunesse, qui veut que l'information soit enlevée maintenant. C'est sûr. Mais le problème, c'est que si vous regardez ce genre de demande individuellement, ça semble logique. Vous voulez que la personne puisse avoir ses droits. Mais si tout le monde, si à chaque année, tout plein de gens font ce genre de demande et que c'est toute la population sur une période de 20 ou 30 ans, est-ce qu'on va finir par censurer l'Internet? Je pense qu'il faut être très prudent quant au genre de critères qu'on utilise pour retirer l'information qui est sur le Web. Je n'ai rien contre, mais je dis qu'il faut faire attention. Alors, quel devrait être le rôle de la réglementation en l'absence de normes sociales stables?
Je ne sais pas, devrait-on se concentrer sur les lois, sur des normes plus souples? Est-ce que la réglementation devrait être axée sur des attentes volatiles ou les meilleures pratiques du marché et les normes sociales? Je n'en suis pas sûre. Mais il faut certainement se poser ce genre de questions. Je m'arrête avec une citation que j'ai trouvée intéressante qui montre que les gens sont encore à une étape où on ne sait pas où les modèles d'entreprise s'en vont. Le succès de l'Internet, en grande partie, était motivé par la liberté d'essayer différents modèles d'entreprise, dont les meilleurs ont survécu. Même face à la non-familiarité initiale et le malaise et sur l'impact sur les consommateurs. Alors, on fait ces sondages, on fait ces études. Il faut écouter les utilisateurs. Il faut tâter le pouls de la société, écouter ce que la société a à dire, ce que les consommateurs ont à dire et découvrir ce qui est acceptable ou inacceptable pour les consommateurs. Et le commissaire à la vie privée, comme j'ai dit, fait ces sondages et ces consultations publiques et je crois que ce genre d'exercice va être de plus en plus important. Merci.